Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous préciser que j'ai mis un lien de parrainage en description de cet épisode. Donc si vous voulez démarrer l'aventure sur Bitstack, écoutez, vous pouvez passer par mon lien de parrainage. On gagnera chacun 5 €. Donc n'hésitez pas à utiliser ce lien, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Et on passe à l'interview tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alexandre Roubaud, le CEO de Bitstack, une entreprise qui propose des solutions pour faire de l'épargne Bitcoin sans aucun effort. Alors merci Alexandre d'être avec moi aujourd'hui, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment est-ce que tu vas ? Ça va, et merci à toi Thibaut pour l'invitation. C'est un vrai plaisir, j'ai plein de questions à te poser, mais comme d'habitude, avant d'aborder le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, nous dire comment l'univers de Bitcoin, l'univers de la blockchain s'est greffé à ton quotidien ? Absolument. Alors, donc moi c'est Alexandre. Alexandre Roubaud, je reviens, comme j'aime bien dire, de plusieurs années au Canada en fait. Donc, pour retracer un peu le parcours et que les gens se situent, post-bac, j'ai décidé de partir à l'étranger. J'ai fait des études en école de commerce à l'université qui s'appelle l'université de McGill, donc à Montréal, au Québec, au Canada. J'ai d'ailleurs, pour la petite anecdote, à ce moment-là, rencontré mon maintenant cofondateur Kabir Sethi, qui lui était en école d'ingé. Et l'anecdote, c'est que la raison pour laquelle on s'est justement rencontrés, c'est qu'à l'époque, on avait tous les deux un intérêt commun pour Bitcoin. Donc moi, je travaillais sur un projet qui était financé et accompagné par l'accélérateur de l'université qui était sur Bitcoin, qui développait des solutions autour de Bitcoin. Et Kabir, lui, était président et cofondateur de la première association étudiante Bitcoin, blockchain, crypto, enfin tous ces sujets-là à l'université. Donc l'un dans l'autre, on s'est croisés. On a tous les deux été pris de passion par Bitcoin et c'était d'abord et avant tout un intérêt perso. Puisqu'on était étudiants, on passait beaucoup de temps sur le sujet et les choses ont fait que, c'était pas évident à l'époque, on allait en faire notre métier. Et donc, on a chacun fait notre parcours un peu indépendamment l'un de l'autre. Et c'était pas aussi, on savait pas qu'on allait devenir entrepreneur. Je pense que c'est souvent une suite logique qui fait que, mais c'était pas encore évident à l'époque. Et donc, moi, j'ai rejoint une boîte pour diriger la partie produit qui faisait de l'épargne et de l'investissement, pas en crypto, mais sur des paniers d'ETF, d'actions, d'obligations et de cash. Enfin, donc, c'était des portefeuilles diversifiés d'investissement en fonction du profil de risque du client. Mais donc, on peut commencer à connecter les points avec Bitstack sur des sujets de l'épargne et notamment avec un lancement en France, puisque c'était une boîte donc nord-américaine au Canada et qui a par la suite lancé le produit d'épargne et d'investissement en France, enfin en Europe en commençant par la France. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réconcilier des sujets d'épargne, crypto à titre perso autour du Bitcoin. Et voilà, toutes les briques se sont un peu interconnectées. Et 2 ans plus tard, cette boîte s'est fait racheter par une néobanque canadienne. Et je me suis posé plusieurs questions et plusieurs choses ont fait que c'était un moment opportun pour moi de lancer une boîte sur ce sujet-là que je commençais à bien connaître. Et donc, pour faire court, j'ai recontacté Kabir, que je connaissais du coup de l'école, puisqu'il était lui très technique. Moi, ce que je ne suis pas de formation et de background, j'ai plus une appétence produit. Et donc, la complémentarité était intéressante et il a quitté son job. Comme moi, on a tous les deux fait ce pas en avant, ce saut, pour lancer Bitstack, donc début 2021, pour que les gens se situent. Et avec un premier milestone, j'allais dire premier objectif pour nous, qui a été de rentrer en France. Et on en parlera peut-être après, mais parce qu'il y a eu une évolution du cadre réglementaire, qui était le PSAN à l'époque, suite à la loi Pacte. Donc, nous, l'objectif, c'est de rentrer, de s'enregistrer en tant que PSAN pour avoir une société crédible, régulée, de confiance auprès des consommateurs et lancer un produit d'épargne autour du Bitcoin très simple, avec une proposition de valeur très claire, aussi qu'on expliquera après, j'imagine. Et donc, voilà, 9 mois plus tard, non, maintenant, 2 ans et quelques plus tard, on est là.
Super, incroyable, l'arrivée comme ça dans ce projet. Avant de faire le focus sur Bitstack, est-ce que je peux Ouais. te demander qu'est-ce qui te fascine le plus à travers Bitcoin? On a vu que tu avais une approche un peu plus produit, tu l'as dit, plus que tech, où là, c'est plutôt ton collègue et ami qui est plus axé là-dessus. Qu'est-ce qui, toi, te fascine à travers Bitcoin? Alors moi, j'ai été introduit par Bitcoin, alors entre guillemets «par coïncidence», c'est-à-dire que c'est un sujet que j'ai entendu, comme j'aurais pu entendre parler de n'importe quel sujet. J'ai eu la chance entre guillemets qu'à Montréal, il y a un écosystème qui était hyper intéressant et assez développé pour l'époque, puisqu'on parle de 2016-2017. Bon après, fin 2017, tout le monde en a commencé à entendre parler, mais au tout début, ça restait assez nouveau. Donc j'ai eu la chance de croiser des personnes qui étaient dedans et qui donc, qui ont pu m'apprendre plein de choses. Moi, j'ai eu une casquette, si tu veux, un regard vis-à-vis de Bitcoin qui était effectivement pas technique à la base, mais plutôt, je dirais, 2 points. Le premier qui était un point un peu de finance personnelle parce que, bon voilà, en école de commerce, on voit plein de sujets, finance, compta, stratégie d'entreprise, enfin voilà, un peu on touche à pas mal de choses. Et comme moi, j'avais commencé à me pencher sur des sujets de finances perso, épargne, investissement pour les particuliers. J'ai vu en Bitcoin une proposition de valeur intéressante à ce sujet-là que je vais développer. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième, après, il y a forcément vu que je tournais quand même autour de l'écosystème tech, alors pas d'un point de vue technique, moi, en tant que quelle est ma valeur ajoutée en tant que contributeur individuel, mais plus parce que tout ce qui était sujet techno, innovation, c'était des sujets qui m'intéressaient, un peu cette idée de challenger le status quo, de changer le monde avec des nouvelles techno. Et donc, j'ai aussi vu un aspect philosophique à Bitcoin on a un système complètement décentralisé pour avoir du paiement natif sur Internet sans frontières, sans rien. Donc ça, c'était un peu les deux casquettes qui m'ont bien plu sur Bitcoin. Mais plus précisément, et ça fait le point entre les deux, ce qui m'avait fasciné à l'époque, j'ai pu bien le comprendre, l'importance et l'impact de ça bien plus tard, puisqu'à l'époque, on n'a pas le même regard vis-à-vis du sujet. Mais avec du recul, maintenant, je comprends bien mieux. Mais ce qui m'avait fasciné à l'époque, c'était le fait qu'il y avait un moyen radicalement nouveau, grâce à Bitcoin, d'échanger et de stocker de la valeur sur Internet. C'est-à-dire de manière extrêmement sécurisée, de manière programmable, et aussi de manière à ce que chaque paiement et toute l'utilisation de Bitcoin soit résistant à la censure. C'est-à-dire que pour la première fois, on a un système où on peut, où il n'y a pas de frontières, où une personne au fin fond de la planète, d'un point A jusqu'à faire une transaction à un point B, elle pouvait maintenant être faite presque instantanément, quasi gratuite, et de pair à pair. C'est-à-dire il n'y a aucun intermédiaire de confiance et personne ne peut s'y opposer. Et ça paraît pas évident à l'époque, ça paraît plus fou et d'un point de vue technologique, ça paraît, c'est super intéressant. Mais on se rend compte de l'importance et de l'impact de la chose bien plus tard, puisque après on réalise, quand on creuse que en fait, nous, on est quand même des gens assez privilégiés, notamment en France, mais qu'il y a des millions de personnes pour qui, échanger et stocker de la valeur n'est pas forcément facile. Donc échanger de la valeur parce que faire un paiement d'un pays à un autre, il y a des problèmes de coûts, il y a des problèmes de devises, il y a, potentiellement de la censure, en fonction des pays. C'est vrai que ça paraît pas forcément évident, de notre point de vue à nous, mais pour plein de pays, c'est pas si facile que ça d'envoyer de l'argent à sa famille ou à ses amis dans un autre pays. Et stocker de la valeur, bon, ben, maintenant, c'est vrai que les gens se posent plus la question. À l'époque, on se la posait moins, mais il y a quand même aussi des millions de personnes qui sont soumises à de l'inflation ou de l'hyperinflation à plus de 2 chiffres, ou même de la hyperinflation, j'ai envie de dire, et pour qui, en fait, épargner, ce qui paraît quand même anodin et ça devrait être accessible à tous, n'est pas si simple. C'est-à-dire, je travaille dur, on me paye, je veux épargner pour financer un projet futur, donc j'ai des objectifs de vie. Ça peut être une maison dans plusieurs années, ça peut être un voyage, ça peut être l'avenir de mes enfants. Bah, ça, c'est compliqué pour certaines personnes. Au Venezuela, au Liban, etc. On a eu plein d'histoires maintenant qui fait que c'est plus courant. Enfin, on en entend plus parler. Donc ça, avec le recul, on réalise, et c'est toutes ces choses-là, c'est-à-dire l'aspect technologique, l'innovation technologique, de faire un paiement instantané aux quatre coins du monde, sans intermédiaire de confiance, sans entité centrale, et ce que je viens d'expliquer sur l'impact que ça a réellement sur des millions de personnes. In fine, c'est ça qui m'a pris de passion au fil des maintenant presque 8 dernières années, et qui en a fait que j'en ai fait mon métier aussi, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est ça qui m'a attiré dans Bitcoin.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a plusieurs façons d'aborder, le bitcoin et moi, ce qui me fascine le plus, c'est la façon dont bitcoin peut ouvrir des portes sur tout un tas de plans différents, que ce soit financiers, monétaires, C'est philosophiques, ça. économiques, vie privée, enfin tellement de choses qui fait qu'en faisant des recherches sur bitcoin, moi, j'ai appris, mais des choses sur plein d'autres sujets qui rayonnent autour. Ça, c'est effectivement très intéressant et l'autre chose aussi, c'est effectivement, nous, on a une utilisation un peu, très directe de bitcoin comme un actif, comme un investissement, comme une façon de faire de l'argent. C'est souvent pour ça qu'on s'y intéresse à la base et dans d'autres populations, c'est complètement l'opposé où c'est une réelle utilité et un besoin, presque vital d'avoir du bitcoin pour pouvoir préserver de la valeur. Donc c'est super Mmh. intéressant. On va passer maintenant peut-être un peu à Bitstack. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce que c'est que Bitstack? Quelle est la proposition de valeur? Comment tout ça s'est mis en place? Alors Bitstack, la proposition de valeur, elle est très simple. C'était de permettre à n'importe qui d'épargner en bitcoin et donc sans aucun effort. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'était, pour nous d'offrir une fonctionnalité, qui, paraît assez basique en soi, qui est de pouvoir connecter son compte bancaire à l'application. Donc qui dit, compte bancaire dit en fait n'importe quel compte bancaire, français par exemple, donc LCL, Crédit Agricole, BNP, vous êtes client de n'importe lesquelles de ces banques. Vous pouvez maintenant connecter votre compte bancaire à l'application, et faire en sorte que sur chacune de vos dépenses, donc quand vous dépensez avec votre carte, encore une fois LCL ou Crédit Agricole, Bitstack puisse arrondir cette dépense à l'euro supérieur et investir la petite monnaie en bitcoin. Je prends toujours l'exemple un peu, les gens vont dire, je me répète pour ceux qui m'écoutent plusieurs fois, mais le café, parce que c'est vrai que c'est un truc qui parle à tout le monde. J'achète un café, 2,60 € ou X euros pour ceux qui sont. Après, je me fais critiquer sur le prix du café dans différentes villes. Disons qu'il est à 2,60 €. Bah, Bitstack va l'arrondir à l'euro supérieur. Donc 3 euros, et les 40 centimes de différence vont être mis de côté pour être épargnés, enfin, donc convertis en bitcoin. Donc concrètement, comment ça se passe? Je télécharge l'application, je me crée un compte, je connecte mon compte bancaire à Bitstack et après je vis ma vie. En fait, c'est un peu ça tout l'intérêt de Bitstack, c'est qu'il y a plus rien à faire autre que continuer à effectuer ses dépenses du quotidien et en fait, Bitstack s'occupe de tout le reste. Donc c'est indolore comme on aime bien le dire, c'est indolore, c'est un côté ludique. Je dépense, je sais qu'en arrière-plan, Bitstack s'occupe de me faire épargner en bitcoin. De un, me faire épargner d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que la mission elle est double, c'est un, on se crée une épargne et deux, en plus, c'est investi en bitcoin, de manière extrêmement simple et c'est notamment grâce à cette fonctionnalité-là, qu'on a pu, permettre à vraiment n'importe qui, à vraiment démocratiser l'investissement en bitcoin ou l'épargne et l'investissement en bitcoin. Maintenant, ça a été notre produit d'appel. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut faire bien plus avec l'app, déjà, et on travaille sur pas mal de nouvelles choses. Mais il est aussi possible de programmer donc un plan d'épargne récurrent par carte bancaire. Donc là, il n'y a pas besoin de connecter son compte bancaire pour ceux qui ne souhaitent pas le faire. Vous rentrez votre carte bancaire, vous dites, je veux mettre 10 € de côté toutes les semaines. Et là, il y a un prélèvement de 10 € qui est effectué sur la carte toutes les semaines pour être automatiquement investi en Bitcoin. Et je termine avec un dernier point, parce que c'est vrai qu'on nous le pose souvent la question, mais qui est quand même important. L'épargne est bien évidemment tout le temps accessible par l'utilisateur. C'était important pour nous, dès le premier jour, que l'épargne des utilisateurs soit accessible à tout moment. Et donc, il y a 2 moyens sur Bitstack de aussi récupérer son argent. La première façon, c'est de vendre instantanément ses bitcoins pour récupérer des euros. Donc, l'épargne en bitcoin est reconvertie en euros et on initie un virement pour renvoyer les euros sur le compte bancaire du client. Ou alors, comme beaucoup d'utilisateurs le font aussi chez nous, les utilisateurs peuvent sécuriser eux-mêmes leur bitcoin pour en prendre possession sur leur propre portefeuille ou les envoyer à un ami ou les envoyer sur une autre plateforme. Et donc, il est aussi possible d'envoyer du bitcoin, enfin de retirer ces bitcoins de la plateforme, de les envoyer sur une autre adresse bitcoin. Voilà, donc ça, l'utilisateur en tout peut activer l'arrondi automatique, peut programmer des achats récurrents, peut les désactiver quand il le souhaite, il peut récupérer son épargne. L'idée, c'était de rendre extrêmement accessible toute cette utilisation de l'épargne et de l'investissement en Bitcoin. Donc ça a été notre proposition de valeur et de vraiment démocratiser l'épargne en Bitcoin pour n'importe qui. Et pari réussi, j'ai envie de dire pour nous, c'est un chiffre sur lequel on est super fiers. C'est qu'aujourd'hui, on a annoncé que plus de 50% de nos utilisateurs étaient des primo-acheteurs.
de Bitcoin. Et ça, c'est assez cool parce que, ça veut dire qu'on arrive à onboarder, à faire entrer dans l'écosystème plus de monde et donc des gens qui n'avaient jamais acheté, de Bitcoin avant, qui font le premier pas grâce à Bitstack, donc qui montrent, gage de confiance pour la plateforme, pari réussi sur la simplicité qu'on a réussi à créer sur l'application. Et 2, parce que du coup, ça ne nous met pas en concurrence avec les autres plateformes qui, eux, en fait, finalement, proposent une multitude de services sur les crypto-monnaies et qui, du coup, sont vraiment plus tournés autour de ce que moi j'appelle l'investisseur amateur qui veut un peu spéculer, trader plusieurs actifs, plusieurs crypto-actifs, versus là où nous, on a vraiment un positionnement unique sur l'épargne accessible à tous, ludique, simple et indolore. Voilà, donc ça, c'est Bitstack en quelques mots. Et maintenant, aujourd'hui, on en parlera après, mais effectivement, on essaye d'aller encore plus loin et de proposer d'autres choses, puisqu'on nous demande, nos utilisateurs nous demandent souvent plein de nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Eh ben, pour répondre à tout ça, je vais dire bravo déjà à votre équipe, à toi et à l'équipe qu'il y a derrière, hein, que je connais pas. Mais pourquoi? Parce que d'une part, j'ai réussi à créer mon compte sur Bitstack en 10 minutes. Je l'ai fait avant cette interview exprès justement pour un peu me familiariser avec votre produit, votre solution. Et clairement, en 10 minutes, j'ai réussi à lier mon compte Boursorama, à faire ma vérification d'identité, à configurer. Alors, j'ai pas configuré d'investissement régulier sur Bitcoin parce que j'avais déjà une autre solution en parallèle. On pourrait y revenir dessus, mais du coup, tout est calibré là en 10 minutes. J'ai réussi à le faire. Donc, je vois pas pourquoi les gens dans l'audience n'arriveraient pas à le faire non plus en 10 minutes. Donc, je vous invite à tester, ne serait-ce que tester, juste pour voir. Et j'avais une question là-dessus. La conversion en Bitcoin, elle se fait à chaque transaction ou est-ce qu'elle se fait à un intervalle régulier, en fin de journée, fin de semaine? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, en fait, on fait ce que nous, on appelle une cagnotte en interne. Donc l'utilisateur dans l'application, ce qui va se passer, c'est qu'il va connecter, alors on va reprendre ton exemple, il va connecter, son compte Boursorama. Tu as ta carte Boursorama, tu vas dépenser, chez divers commerçants, tout au long de la semaine et dans l'application, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une cagnotte. Un peu, j'aime bien dire comme pour ceux qui, je ne sais pas si ça se fait encore, mais qui mettaient un peu les pièces, jaunes, la petite monnaie justement dans un cochon physique, hein, ou dans un bol, qui récolte, la petite monnaie. Là, il va se passer la même chose dans l'application. Donc l'utilisateur va avoir plus 20 centimes, plus 35 centimes, plus 97 centimes, plus 2 centimes, etc. Cette cagnotte, elle va évoluer tout au long de la semaine. Et en fin de semaine, donc une fois par semaine, Bitstack va effectuer un prélèvement pour le total des arrondis de la semaine. Autre question que j'ai envie de dire en rigolant, je me pose à moi-même et parce qu'on nous la pose souvent et les gens, ça leur permet de se projeter bien mieux. Quelle est en fait l'épargne moyenne par semaine des arrondis? Parce que soit on nous dit, enfin souvent en fait les gens nous disent oui mais du coup ça représente pas grand-chose et en fait il faut se dire que ça va assez vite puisque les arrondis c'est en moyenne entre 10 et 15 euros par semaine pour un utilisateur moyen de Bitstack. 10 et 15 euros en moyenne par semaine, ça fait 40 à 60 euros par mois, ça fait 650 et quelques, si je me trompe pas là de tête, euros par an. Ça, c'est vraiment, en plus de manière indolore encore. Il faut se dire que ça, c'est vous avez dépensé, vous vous en rendez pas compte, il y a quelques centimes qui sont épargnés pour vous automatiquement et ça vous permet de financer, je sais pas moi, un petit voyage, d'acheter quelque chose, voilà. Sachant que ça, c'est sans compter la valorisation du prix du Bitcoin. Parce que je peux pas spéculer là-dessus. Si c'est à la hausse, ça sera bien plus. Ça, c'est votre dépôt net, c'est l'épargne moyenne. Maintenant, si le Bitcoin a fait x3, votre épargne, elle vaut x3. Si le prix du Bitcoin a augmenté de 10%, elle sera valorisée à plus de 10% ou moins de 10%. Donc ça représente quelque chose et ça, c'est le fonctionnement de l'arrondi automatique. Et comme on disait, c'est pas ton cas, mais il est aussi possible de faire un achat récurrent, régulier, toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Donc il y a 3 fréquences possibles et le montant, c'est au choix de l'utilisateur. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Déjà, on dépense beaucoup, on a plein de petites dépenses au quotidien. Moi, je m'en suis rendu compte, personnellement quand j'ai dû faire un peu l'état des lieux de mes finances et d'ailleurs, j'ai même acheté un bouquin pour ça, hein, ce qu'on appelle un kakebo pour, justement gérer un peu mieux ses dépenses et là, vous êtes en plein dedans sur Bitstack parce que vous voyez tous les arrondis qui arrivent. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi des arrondis sur les dépenses, qui sont, par exemple, si je dépense 2 euros, ça va quand même arrondir à 3 euros. Je crois, en tout cas, c'est ce que j'ai cru voir sur l'application pendant les quelques minutes que je l'ai d'utilisation. Donc, C'est il y a vrai. cette question-là. Oui, c'est ça, ça fait ça. Donc, ça Ouais. peut vite monter, effectivement.
Il y a ça, et je précise juste parce que en fait, on nous l'a demandé. C'est quelque chose, pour la petite anecdote, qu'il n'y avait pas au début de Bitstack. Donc, au début, toutes les transactions, nous, on appelle ça les transactions rondes. Donc, vraiment un 2 euros pile ou un 3 euros, enfin, ou un X pile. Donc, il y a pas de centimes dépensés. Comme l'arrondi est à l'euro supérieur, effectivement, ça faisait 0. En revanche, je ne sais pas si c'est parce que les gens avaient utilisé d'autres apps similaires ou pas, mais en tout cas, on nous avait demandé de pouvoir arrondir ces transactions-là, mais encore une fois, dans une optique d'accessibilité et et deux, de toujours laisser l'utilisateur en contrôle de l'application. En fait, tu regarderas dans arrondi, tu peux bouger un curseur qui te permet en fait de déterminer exactement le montant que tu veux mettre sur les transactions rondes. Donc, ça s'appelle arrondi des transactions rondes. Et donc, tu peux dire que tu veux 0. Et donc là, elles sont exclues. Tu peux mettre 25 centimes, 50 centimes, 75 centimes ou 1 euro. Et donc, tu peux configurer quel est l'arrondi des transactions rondes. Et effectivement, si tu mets 1 euro, en plus de tous les arrondis à l'euro supérieur dont on a parlé, là, ça va effectivement beaucoup plus vite. Sachant en fait que, je ne sais pas si c'est aussi peut-être potentiellement ta deuxième question, il est aussi possible de multiplier ces arrondis. Voilà, donc il y a un multiplicateur dans l'app, c'est encore une fois une configuration que l'utilisateur peut faire en fonction de ses envies, puisque nous, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient des capacités d'épargne plus importantes que d'autres. Donc pour ceux qui veulent que ça soit le plus indolore possible, ils peuvent mettre ce que nous on appelle un x1. Donc x1, ça sera l'arrondi à l'euro supérieur. Vous dépensez 2,50 €, c'est 3 euros, c'est 50 centimes d'épargnés. Maintenant, vous mettez un x2, c'est 1 euro, c'est 50 centimes x2. x5, c'est 50 centimes x5, 2,50 €. Et ça va jusqu'à x10, où là, sur 50 centimes d'arrondi, ça fera 5 euros. Et c'est vrai qu'en fait, ça permet, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes ces petites configurations, c'est dans l'objectif de permettre à l'utilisateur d'épargner à son rythme. Et donc, pour ceux qui ont une capacité d'épargne plus importante, d'épargner de manière agressive, j'ai envie de dire, je dépense et quand je dépense, j'ai envie d'épargner beaucoup. Ou non, justement, je veux faire attention, ou j'ai du mal à épargner, parce que c'est aussi le cas de plein de personnes qui veulent que ça soit justement indolore, et c'est ça qu'ils apprécient sur Bitstack. Et donc là, on met juste un arrondi classique x1, on dépense avec sa carte et on a vraiment une petite monnaie qui est mise de côté toutes les semaines, qui représente déjà 10-15 euros. Parce que j'ai envie de dire, ça, j'avais pas compté, c'est bien évidemment sans ces paramètres en plus. Oui, et je rajouterais qu'en commençant, moi, j'ai vu que ça prenait déjà en compte les transactions de la semaine que j'avais faites. C'est-à-dire qu'en C'est en vrai. lançant l'application, j'avais déjà 4,20 € en cagnotte pour le futur prélèvement pour investir en bitcoin. Et donc je trouvais ça intéressant de voir déjà de l'historique de mes transactions, de voir que j'avais déjà 4,20 € en cagnotte. Et voilà, ça c'est pour les gens qui téléchargeront, ils verront ça assez vite, je pense, s'ils ont fait des dépenses récentes. C'est ça. Un service là qui me vient en tête qui serait super, c'est de pouvoir aller plus loin dans la démarche et de se dire, je mets x1 de base, et si, on est en bear market, je veux investir plus, je mets x3. Alors c'est pas possible parce qu'on n'a pas de boule de cristal, vous non plus j'imagine. Vous pourrez pas vraiment configurer ça. Par contre, ce serait intéressant de pouvoir mettre à certains paliers de prix de Bitcoin. De dire, si Bitcoin arrive à moins de 20 000 $ par exemple, je voudrais avoir, épargné un peu plus. Par contre, s'il remonte au-dessus de, je sais pas, 40 000 $, là, on retourne sur du x1. Ça pourrait être intéressant comme approche, je pense. Ouais, non, c'est super intéressant et c'est bien noté. Je t'avoue que dans cette configuration-là, on n'y avait pas forcément pensé, mais j'allais dire, sans trop en dévoiler, qu'on a travaillé sur quelque chose d'assez similaire, donc je vais pas donner tous les détails. Mais il y a potentiellement, on a développé une petite fonctionnalité sur laquelle on sera d'ailleurs preneur de pas mal de feedback, de retours, parce qu'on avait un peu compris cette démarche qu'il y avait des gens, cette démarche où les utilisateurs veulent épargner plus quand le prix est bas. Ils veulent acheter plus de Bitcoin quand le prix du Bitcoin est bas. Ils veulent acheter moins de Bitcoin quand le prix du Bitcoin est haut. Ça, c'était vraiment le dénominateur commun. Et ça, je pense que c'était le dénominateur commun de ce que tu m'as dit aussi. Donc, nous, on est parti de ce constat-là. Voilà, c'est tout ce que je dirais. On est parti de ce constat-là et on a essayé de créer une façon d'épargner toujours de manière automatique. Donc, un récurrent, on va dire, comme tu le fais sur une autre solution pour le moment. Ce récurrent-là, mais qui s'adapterait de manière automatique en fonction du prix du Bitcoin. Voilà. Donc, on pense qu'on a réussi à trouver quelque chose d'intéressant. On va l'annoncer normalement bientôt. Donc, vraiment d'ici quelques jours ou 2-3 semaines. Donc, c'est assez excitant. Et du coup, je serai preneur de ton feedback, Thibaut, tu me diras. Et même de ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont utilisateurs de Bitstack. Parce que c'est vrai que ça va être super intéressant et ce sera quelque chose d'assez nouveau. Et encore une fois,
Ça, c'est toujours clé à Bitstack. Il n'y aura rien besoin de faire. Hein. Justement, l'idée, c'était pas que la personne ait besoin de suivre le prix du Bitcoin et de faire ce que les gens font maintenant manuellement. C'est-à-dire, OK, là, il faut que je modifie mon achat récurrent pour que le montant soit supérieur ou inférieur. Ça sera de manière automatique. Voilà. Donc, à suivre, j'ai envie de dire. Bah, j'ai hâte de voir ça. C'est fou parce qu'en dépensant, finalement, on fait une sorte de DCA sur Bitcoin. Et en rajoutant, le DCA, c'est bien, mais c'est vrai que voilà, tu peux pas appliquer une stratégie vraiment un peu plus poussée. Donc là, si vous arrivez à mettre des choses, des outils, des indicateurs en place, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que c'est une très bonne idée. Et je comprends que les utilisateurs remontent ce genre d'informations. C'est très important. Là, je vais poser une question sur les bitcoins que vous achetez et que vous transformez les cagnottes en BTC sur les différents comptes utilisateurs. Est-ce que vous avez, vous, une réserve en bitcoin que vous alimentez pour vos utilisateurs ou est-ce que vous avez une plateforme sur laquelle vous achetez les bitcoins? Alors, pour être le plus précis possible, ça va être un mix de oui et non. Je m'explique. Nous, d'un point de vue opérationnel, il n'est pas avantageux d'avoir une cagnotte de Bitcoin. Je vais m'expliquer, les gens vont comprendre, c'est très simple. Il y a un risque. C'est-à-dire que demain, j'achète un stock, comme je dis n'importe quoi, un magasin de chaussures qui a un stock, un inventaire de chaussures et qui les achète pour ensuite les revendre. Bon, le prix de la chaussure, il ne change pas sur la journée. Donc finalement, il y a une gestion de trésorerie et d'inventaire qui est quand même assez simple. Versus nous, si je dis n'importe quoi, on achète une centaine de Bitcoin pour ensuite les revendre petit à petit sur plusieurs jours. Et encore sur Bitcoin, c'est en quelques minutes que le prix fluctue. En fait, on s'expose, nous, en tant qu'entreprise, à la volatilité du prix du Bitcoin, aux fluctuations du prix. Et ça, c'est pas notre business. On n'est pas là pour essayer de prévoir est-ce que le prix va monter et avoir cette gestion du risque supplémentaire. Donc, de ce point de vue-là, non. Ce qu'on fait, c'est qu'on se plug, on se connecte à des fournisseurs, ce qu'on appelle des fournisseurs de liquidité. C'est des grosses plateformes d'échange qui, eux, leur métier, c'est de mettre en relation ce qu'on appelle un order book, donc des acheteurs et des vendeurs. Et nous, on place un ordre d'achat. Quand vous achetez sur Bitstack, en fait, tout simplement, nous, on place un ordre d'achat instantané sur ces plateformes d'échange, ce qui nous permet d'acquérir la liquidité instantanément. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on n'a pas le risque que j'ai décrit, de 1. De 2, nous, ça nous permet aussi de fournir via Bitstack une expérience à l'utilisateur ou dans un futur c'est quelque chose qu'on optimise, mais il sera en mesure d'aller chercher le meilleur prix du Bitcoin sur différentes plateformes. Alors, je dis il va chercher, lui, il n'a rien à faire, encore une fois, mais nous, on peut aller piocher, j'ai envie de dire, là où il y a le meilleur bid and ask, donc les meilleures offres d'achat ou de vente du Bitcoin. Aussi d'avoir la liquidité constante, puisque si un jour une plateforme tombe sur Bitstack, si on est plugué à plusieurs plateformes, il n'y a aucune interruption de service. Et donc ça, c'est la réponse sur donc non, on n'a pas de réserve. Maintenant, pourquoi je disais qu'il y a une petite nuance et pour être plus précis, et c'est peut-être certains auditeurs seront ça les intéressera. Mais c'est vrai que les régulateurs, il faut savoir que les régulateurs en France, en tout cas, demandent à ce qu'il y ait une réserve de Bitcoin. Donc l'entre-deux, alors pourquoi il y a une multitude de raisons, sans rentrer dans les détails, mais c'est aussi une question d'encaissement d'argent et de statut qu'on peut avoir. Donc une réserve est possible. Pour ceux qui ont une réserve, dans ce cas-là, comment ça va marcher? C'est qu'il y aura une toute petite réserve qui sera constamment réalimentée pour minimiser ce risque business que j'ai décrit. Donc en fait, in fine, c'est comme s'il n'y avait pas de réserve. Mais c'est vrai que je préfère, au cas où il y a des gens plus pointus, qui sont soit des régulateurs ou des auditeurs, quand vous travaillez avec des business comme nous, vous verrez, il y a potentiellement, en tout cas, c'est pas forcément le cas de tout le monde, je parle pas pour les autres, mais c'est possible qu'il y ait des petites réserves pour que d'un point de vue sur papier, il y a une réserve en fait. C'est juste histoire de dire, je vends bien du Bitcoin qui vient de Bitstack, mais derrière, après, il y a des roulements de fonds pour que la réserve soit constamment réalimentée et qu'il n'y ait pas une réserve trop importante qui exposerait le business au risque des fluctuations liées au prix du Bitcoin. Voilà, donc c'est d'où ma réponse de oui et non, mais in fine, c'est comme si on n'avait pas. On se plug à des exchanges, quoi. Ça, c'est la réponse courte.
Ouais, de toute façon, pour l'utilisateur, c'est totalement transparent. Tout ça, ça se passe en coulisses C'est et ça. on n'a pas trop à s'en inquiéter. D'accord. Non. Là, je rebondis sur un point que tu évoquais, la possibilité d'envoyer les bitcoins sur un portefeuille, enfin, sur un wallet non custodial, par exemple, où on détient ses clés privées. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est personnellement ce que j'envisage sans doute de faire. Donc ce sont des, comment dire? C'est facile en fait, il suffit juste de faire envoyer les bitcoins, saisir l'adresse de dépôt et on reçoit ça. Et ma deuxième question qui est liée, c'est est-ce qu'on garde toujours le suivi du nombre de bitcoins qu'on a pu épargner grâce à l'appli, même si on a déjà envoyé les bitcoins ailleurs? Ouais, alors pour la première question, c'est exactement ça. Donc dans l'application, il y a 3 boutons, hein. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a 3 gros boutons tout en haut qui est acheter, vendre, envoyer. Donc vous appuyez sur envoyer qui est aujourd'hui en tout cas une icône d'avion dans papier. Les gens reconnaîtront. Vous appuyez sur envoyer. Alors je me rappelle plus dans l'ordre exact, mais on va effectivement demander le montant. Je crois qu'en premier, c'est le montant, donc le nombre de bitcoins ou l'équivalent en euros que vous voulez envoyer. On va ensuite vous demander l'adresse bitcoin de réception. Et ensuite, vous allez vous confirmer. On vous met un écran de confirmation. Vous pouvez confirmer les informations parce qu'il faut quand même confirmer que l'adresse Bitcoin, j'en profite pour le mentionner, soit exacte, hein, parce qu'après, c'est une transaction irréversible. Et là, Bitstack diffuse une transaction sur la blockchain avec vos instructions. Et donc, l'utilisateur peut recevoir ses Bitcoins, va recevoir ses Bitcoins sur l'adresse qui sera indiquée. C'est possible, donc pour répondre. Et je mentionne, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on avait fait un peu par défaut, de manière automatique, mais qui s'avère être extrêmement apprécié de nos utilisateurs. Donc ça, on est content. C'est le fait qu'il n'y ait pas de frais. Alors, et je précise, il n'y a pas de frais, c'est-à-dire que nous, on ne facture pas de frais. Donc Bitstack ne facture pas de frais pour ce service-là. Mais on va encore plus loin que ça. On subventionne les frais de réseau. Parce que non seulement on ne facture pas de frais, Bitstack, voilà, il n'y a pas de frais pour retirer ses bitcoins, il n'y a pas de soit frais fixes ou frais variables. Mais en plus de ça, nous, de diffuser la transaction sur la blockchain, il y a un coût. Il faut payer le protocole Bitcoin pour que la transaction soit traitée. Et ça, nous, on les paye pour l'utilisateur. Donc l'utilisateur, vraiment, lui, c'est gratuit. Il a épargné, je dis n'importe quoi, 0,01 Bitcoin. Il s'envoie 0,01 Bitcoin sur son adresse, il va recevoir 0,01 Bitcoin. Donc il ne paiera rien. Et ça, les gens apprécient parce que ça montre aussi je pense, notre envie de permettre aux utilisateurs de sécuriser eux-mêmes leurs bitcoins et de ne pas les coincer. Je dis ça parce que c'est malheureux, mais il y a plein de plateformes où on ne peut pas retirer ses bitcoins, ce que je déconseille du coup. Et nous, en fait, on va plus loin et on offre ces frais-là. Donc ça c'est pour la première question. La deuxième, tu m'as dit, est-ce que c'est… C'est si j'envoie, par exemple, j'ai cagnoté, j'ai épargné, on va dire 0,1 BTC, je décide de les envoyer pour les sécuriser sur mon wallet non custodial. Est-ce que ces 0,1 BTC, ils sont toujours quelque toujours part dans calculé. une sorte de tableau de bord qui me montre que j'ai quand même réussi à les économiser ou est-ce qu'ils disparaissent, des Ouais, stats? alors c'est vrai qu'aujourd'hui, donc vous avez effectivement sur Bitstack un écran qui s'appelle performance où il y a il y a une multitude d'indicateurs qui vous permettent de suivre l'évolution de votre épargne. En fait, c'est ça l'objectif. Donc vous pouvez suivre votre épargne moyenne par mois, vous pouvez voir le prix d'achat moyen du Bitcoin, vu que vous effectuez des achats réguliers, etc., etc. Donc vous pouvez suivre pas mal de statistiques intéressantes. En revanche, c'est vrai que c'est un retour qu'on nous a remonté, puisque donc la réponse courte, c'est non. Si vous retirez vos bitcoins, on calcule en fait net de retrait. Donc, si vous retirez, ça va être déduit. Donc, c'est vrai qu'il y a des utilisateurs qui nous ont remonté ça, tu m'y fais penser, qui nous ont remonté que ça serait bien aussi de potentiellement avoir les deux. En fait, c'est comme ça qu'on réfléchit à la chose, d'avoir peut-être un statistique all time, donc pour toute l'épargne qui a été effectuée, même avec les retraits, donc en incluant les retraits, et peut-être en avoir une qui est sur le portefeuille présent dans Bitstack. Donc ça, c'est un peu ce qu'on pense mettre. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que si vous retirez, vous allez perdre un peu ces statistiques-là. Mais c'est quelque chose qu'on a bien noté en interne et sur lequel on travaille pour vous permettre d'avoir cette visibilité-là. D'accord, OK, mais c'est très clair. Une autre question qui est un peu liée, c'est toujours dans tout ce qui est statistique. Là, je pense plutôt à tout ce qui est fiscalité, hein. Malheureusement, on est obligé de faire attention à ça. Est-ce qu'il est possible d'extraire les données de l'application au format Excel ou sous un autre support? Parce que, dans ma réflexion, on fait des achats finalement réguliers de bitcoin, donc par exemple à la semaine.
Et si on décide de les rapatrier en euros, on est soumis à la taxe en fonction des plus-values. Enfin, il y a tout ce processus-là, ce mécanisme qui s'enclenche pour faciliter les échanges, que ce soit avec des organismes spécialisés ou même pour sa compta perso interne. Est-ce qu'il y a des outils qui facilitent ça? Alors la bonne nouvelle, c'est que oui, mais ça sera pas nous. Mais on avait entendu ce retour-là, puis en plus, c'est le bon moment, j'ai envie de dire, coïncidence ou pas, c'est la saison des déclarations d'impôts, en tout cas au moment où nous on se parle, pour l'année 2022. Et donc là, les déclarations doivent être faites en 2023. Et donc, nous, dans une démarche où en fait, on s'est rendu compte que on s'est positionné avec Bitstack comme le point d'entrée le plus simple pour une multitude de personnes qui font leurs premiers achats. Il fallait pouvoir, je dis ça pas du tout de manière péjorative, mais leur tenir la main jusqu'au bout. Et qui dit jusqu'au bout, c'était aussi les accompagner sur les déclarations des plus-values, puisque quand vous vendez, je confirme, si vous vendez et que vous réalisez une plus-value en euros, donc vous revendez vos bitcoins, vous récupérez des euros, cette plus-value-là sera soumise au prélèvement à la flat tax, comme on appelle ça en France, de 30%. Donc, on a voulu aller plus loin et on est super heureux d'avoir pu annoncer il y a quelques semaines maintenant un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Waltio, qui est justement le leader en France, le numéro 1 de la fiscalité pour les crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça veut dire que dans Bitstack, tout simplement, grâce à ce partenariat, vous pouvez aller dans votre compte, en documents, si je ne dis pas de bêtises, relevé d'impôt ou déclaration d'impôt ou déclaration fiscale, je ne me rappelle plus le nom exact. Déclaration fiscale, si je ne dis pas de bêtises. Vous appuyez sur déclaration fiscale, vous mettez je déclare avec Waltio. Et nous, en fait, on vous envoie un email avec le Excel tout prêt, avec justement le récapitulatif de toutes les transactions dont vous avez besoin. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à créer un compte sur Waltio, à télécharger le fichier qu'on vous a envoyé par mail. Vous n'avez rien à faire, vous juste vous le téléchargez. Et Waltio va du coup facilement pouvoir calculer exactement les plus-values que vous aurez à déclarer et donc sur lesquelles vous aurez à payer un impôt. Donc voilà, on a vraiment encore une fois réfléchi à comment simplifier toutes les démarches de A à Z et donc sur cette partie-là importante qui est les déclarations des plus-values. Donc c'est possible de le faire grâce à ce partenariat entre Bitstack et Waltio, de déclarer ses plus-values en Bitcoin. Bah, c'est super. Je savais pas à ce que tu allais me répondre et je suis ravi que ce soit Waltio parce que c'est quand même la référence, si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas l'expert, mais c'est quand même une référence en France. C'est Donc ça. c'est super d'avoir mis des outils pour que les gens ils se prennent pas la tête, ils aient le fichier Excel, ils aient plus qu'à saisir les données dans leur déclaration. Donc c'est cool. C'est très Et très bien d'avoir il y a mis ça en place. 10% si je dis pas de bêtises, il y a 10% il y a un code promo qui va avec. Donc, le code promo, vous allez dans Bitstack. Quand vous faites je déclare avec Waltio, de toute façon, on vous envoie toutes les instructions. Je crois que c'est dans l'email aussi avec le fichier. Mais il y a un code promo pour que les utilisateurs de Bitstack puissent bénéficier d'une réduction de 10% chez Waltio. Et oui, parce que les gens n'utilisent pas forcément que Bitstack et pour faire le reste, toutes les déclarations sur les autres plateformes d'échange, toutes les autres transactions, effectivement, ça peut être pratique d'avoir une réduction sur les services proposés par Waltio. Super, bah, merci en tout cas pour ces éléments de réponse. Est-ce que tu peux nous faire un topo sur le nombre d'utilisateurs que vous avez en ce moment? Quelle est l'activité? Tout se passe bien? Alors, tout se passe super bien. On a été d'ailleurs, encore une fois, très heureux d'annoncer un chiffre qui était à la fois symbolique, enfin, ce qui était un chiffre important pour nous, c'est les 25 000 premiers clients sur Bitstack. Donc, on a annoncé ça lors de l'annonce de notre dernière levée de fonds, où on a levé 2 millions d'euros pour un total de 3 millions d'euros, puisqu'on avait déjà effectué une première levée de fonds d'1 million. Et donc là, suite à cette annonce de cette deuxième levée de fonds de 2 millions d'euros, on a partagé plusieurs chiffres, dont le premier qui est l'ouverture des 25 000 premiers comptes sur Bitstack, donc des 25 000 Français qui ont ouvert un compte pour épargner en Bitcoin. Sachant qu'aujourd'hui, on est super content puisqu'on a une croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire que tous les mois, on croît de à peu près un peu plus de 20%. Donc le nombre de Français qui épargnent en Bitcoin augmente significativement de mois en mois. Et j'en profite, autre chiffre intéressant qu'on a partagé, on s'est posé la question et on s'est dit, c'est bien beau de promouvoir cette stratégie qui est le DCA, donc le dollar cost averaging, le fait d'effectuer des achats réguliers pour justement mitiger l'impact lié à la volatilité du prix du Bitcoin et s'exposer à une meilleure performance sur le long terme. Est-ce que ça fonctionne réellement? En tout cas, est-ce que ça fonctionnait pour les utilisateurs de Bitstack? C'est ce qui nous intéressait, sachant qu'on a lancé l'application en juillet 2022.
et qu'on a effectué cette analyse en début d'année, donc peut-être autour des mars 2023, quelle était en fait la position du portefeuille de nos utilisateurs, sachant qu'en 2022, il a monté. Ensuite, il a descendu significativement. Je pense qu'il était autour des 20 000. Il est remonté autour des 30 000. Ensuite, il est retombé autour des 15 000. Et là, en ce moment, il tourne autour des 27 000, si je ne dis pas, encore une fois, je dis pas de bêtises. Donc, vraiment, il a été volatile comme il peut l'être. Est-ce que le DCA a porté ses fruits? Et la réponse est oui, puisque aujourd'hui, enfin, au moment de l'étude, en tout cas au moment de l'analyse, un utilisateur moyen de Bitstack avait une plus-value non réalisée, puisque elle n'a pas été vendue, mais une plus-value non réalisée en moyenne de 30% sur son portefeuille. Puisque j'ai envie de dire, il faut être réaliste. Les utilisateurs épargnent, mais il faut bien que son épargne se valorise, puisque si on finit avec moins de ce qu'on a épargné, c'est quand même pas l'objectif. Et donc, on a été agréablement surpris que ça soit non seulement positif, mais positif sur 30%, malgré les 6 derniers mois assez tumultueux, avec pas mal de fluctuations sur le prix. Donc, on était très content que ça soit le cas, et c'est un des autres chiffres qu'on a partagé lors de l'annonce de la levée de fonds. Alors, 25 000 utilisateurs, c'est déjà un super jalon. Tu disais qu'en plus, il y en avait, je crois, 40%, c'est des primo-accédants, enfin des gens qui rentrent sur Bitcoin. 50%, c'est ça, 1 sur 2. Donc, en gros, tu as 12 à 13 000 personnes qui sont nouvelles et que vous avez fait rentrer dans Bitcoin. Donc, ça, c'est super cool. C'est ça. Puis ça va assez vite. Ça va assez vite. Ouais, en 10 minutes, ils sont rentrés et en général, ils sont plutôt contents. En tout cas, l'application, elle est super simple à utiliser et plutôt agréable visuellement. Donc, il n'y a pas de barrière. Il y a peut-être la vérification d'identité où il faut que les gens soient un peu habitués à ce genre de processus. Moi, j'ai l'habitude, mais peut-être que les gens mettront peut-être un peu plus de temps par rapport à ça. Mais en tout cas, bravo pour tout ça. Alors, proposer de tels services, c'est basé sur Bitcoin, c'est forcément avoir une grande confiance dans Bitcoin, dans le protocole, dans la monnaie, dans cette monnaie très particulière. Comment est-ce que tu vois, toi, cet actif évoluer dans les prochaines années? Petite question ouverte, là. Alors, c'est intéressant parce que j'ai envie d'y répondre de deux manières. Je vais essayer de garder ça le plus court possible. La première, c'est quelle est la proposition de valeur de Bitcoin? Donc, on en a parlé un peu plus tôt. C'est un moyen radicalement nouveau d'échanger, de stocker de la valeur sur Internet. Mais peut-être j'ai envie de dire quelque chose de beaucoup plus concret pour que les gens se projettent. Aujourd'hui, Bitcoin a une proposition de valeur qui est unique, qui est que son émission monétaire, c'est-à-dire donc le nombre de monnaies, la quantité de monnaie du Bitcoin, est prévisible et désinflationniste. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Prévisible, c'est-à-dire qu'on sait exactement quelle est la politique monétaire de Bitcoin. On sait que quand Bitcoin a été créé, il y avait 0 Bitcoin en circulation, et on savait exactement, grâce à une règle mathématique qui est encodée dans le réseau Bitcoin, combien de jetons, combien de quantité de monnaie allait être émis, sur quelle fréquence, jusqu'à atteindre un plafond qui est ce fameux cap des 21 millions de Bitcoin. Et pourquoi désinflationniste? Puisque l'augmentation de cette émission de monnaie, donc l'augmentation de l'émission de cette monnaie diminue dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, on en émettait X et qu'après, tous les 4 ans, c'est divisé par 2, donc on en émet de moins en moins, jusqu'à atteindre en fait les 21 millions. Et ça, c'est une caractéristique unique, puisque les monnaies, ce qu'on appelle fiat, donc étatiques, l'euro, le yuan, le dollar américain, le dollar, le British pound, ces monnaies fiat sont-elles à l'opposé des monnaies pour lesquelles la politique monétaire est imprévisible et inflationniste? Imprévisible, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quelle est la politique monétaire, c'est-à-dire qu'on a des institutions qui s'appellent des banques centrales qui vont décider, qui vont pouvoir manipuler, et je dis même pas ça d'un point de vue péjoratif, mais c'est leur rôle, ils peuvent manipuler la quantité émise d'argent pour essayer d'influer sur l'économie mondiale. Et il s'avère que malheureusement, ça a des conséquences assez importantes. Et donc, la quantité, elle est imprévisible. Et en plus, elle est inflationniste puisque, on le voit pour ceux qui sont assez curieux, ils iront voir, la quantité émise ne cesse d'augmenter. Et c'est ce qui notamment engendre dans beaucoup de pays de l'hyperinflation, même chez nous de l'inflation. On a pu voir d'ailleurs récemment, on pensait que c'était impossible de voir ça en Europe. On a eu des records historiques d'inflation ces derniers mois. Donc c'est vrai que cette politique monétaire, elle est finalement, elle fait, je pense d'après moi, perdre confiance à beaucoup de gens. Et Bitcoin, à l'opposé, comme je disais, c'est une politique monétaire qui est fixe,
enfin qui est prévisible, et en plus qui est fixé à un cap à 21 millions. Et donc, in fine, quel est le résultat pour un épargnant moyen? C'est que son épargne ne se fasse pas diluer. C'est-à-dire, vous épargnez sur une monnaie fiat, vous avez 1 euro sur une quantité d'euros qui n'est inconnue déjà et qui ne cessera d'augmenter. Donc, votre épargne, elle est diluée, votre pouvoir d'achat, il est dilué dans le temps. Versus, j'épargne en Bitcoin, la proportion de valeur, c'est que mon épargne, elle n'est pas diluée. J'ai un Bitcoin sur 21 millions, j'en aurai à tout jamais un Bitcoin sur 21 millions. Donc ça, c'est la grande proposition de valeur de Bitcoin. Et c'est pourquoi Bitcoin est un bon support d'épargne, est un bon outil d'épargne, un bon actif d'épargne. Et donc, c'est pour ça qu'on a positionné Bitstack comme une solution d'épargne en Bitcoin. Ça, c'est la première raison. Après, il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce qu'on va supporter d'autres crypto-actifs dans l'application? Ça, c'est une deuxième réponse qui est pourquoi chez Bitstack, nous avons fait le choix de seulement proposer du Bitcoin. La réponse est finalement assez simple, puisque d'après nous, Bitcoin a une proposition de valeur unique dans le sens où Bitcoin n'est pas en concurrence avec les autres crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'il y a une distinction importante entre les caractéristiques de Bitcoin et les caractéristiques des autres crypto-monnaies. Les caractéristiques de Bitcoin, ce sont des propriétés monétaires uniques. C'est-à-dire que Bitcoin est divisible, fongible, a toutes ces propriétés d'une monnaie. Et Bitcoin est le réseau le plus sécurisé, le plus décentralisé. C'est celui qui a la plus grosse adoption et donc avec le plus gros effet de réseau, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui se joignent au réseau Bitcoin. Et la distribution initiale des Bitcoins, c'est-à-dire l'émission des Bitcoins dont j'ai parlé plus tôt, elle a été faite de manière ouverte, c'est-à-dire que n'importe quel acteur pouvait se joindre au réseau et acquérir ses premiers Bitcoins, notamment en faisant ce qu'on appelle du minage, ce qui est aujourd'hui une activité industrielle à haute échelle, mais à l'époque, qui se faisait via un ordinateur basique. Et donc, il n'y a pas eu de gens qui se sont attribués la monnaie de manière arbitraire, comme ça peut être le cas sur d'autres crypto-monnaies. Donc ça, c'est la raison pour laquelle les propriétés monétaires de Bitcoin sont supérieures à toutes les autres propriétés monétaires ou pas des autres crypto-monnaies. Et donc, pourquoi on a choisi seulement Bitcoin? Et je rajouterais aussi que le fait que Satoshi Nakamoto soit encore mystérieux fait qu'il n'y a pas de levier, de moyen de pression particulier que des grandes institutions peuvent faire sur ce projet-là, particulièrement. Parce que sur d'autres projets, il y a un PDG où il y a une team qui peut être influençable ou qui peut être menacée. Voilà. Il y a d'autres choses qui peuvent être prises en compte encore. Et la conception de Bitcoin est impossible à reproduire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'avoir un réseau qui a été... alors, il faut savoir, petite anecdote pour les plus techniques, le white paper de Bitcoin, donc le livre blanc de Bitcoin qui explique scientifiquement comment le réseau fonctionne, il s'est passé plusieurs mois entre le moment où il a été au moment où il a été publié au grand public et le moment où Satoshi a lui-même commencé à utiliser Bitcoin, à miner, à sécuriser le réseau grâce à son ordinateur. Il s'est passé plusieurs mois. Je trouve ça d'ailleurs assez rigolo parce que en fait, n'importe qui aurait pu commencer avant lui. Il s'avère juste que bon, comme au début personne s'y intéressait, ou en tout cas personne n'a démarré, lui il s'est mis à utiliser sa propre ce qu'il a publié en suivant les règles qui avaient été définies dès le début. Et ensuite, les gens se sont agrafés petit à petit. Il y a eu un deuxième utilisateur. Qui est d'ailleurs Alphine pour ceux qui veulent checker, et d'autres utilisateurs qui sont rejoints au réseau. Donc n'importe qui pouvait se joindre au réseau en suivant les mêmes règles. Moi, j'aime bien dire toujours, en fait, c'est comme si vous jouez à un jeu, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde, et en plus, les règles du jeu ne peuvent pas changer. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue équité, ce qu'on peut faire de plus juste. Et comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas de CEO, donc il n'y a pas de PDG, il n'y a pas d'équipe qui s'est arbitrairement distribuer la moitié des jetons, je pointe personne, et qui se dit tiens, je veux que ça soit la monnaie mondiale, mais il s'avère que moi j'ai la moitié de la quantité en circulation. Je ne sais pas si moi c'est la vision de la monnaie du futur que j'ai. Donc il faut se poser toutes ces questions-là, et c'est pour ça que moi j'aime bien conclure en disant que finalement les gens peuvent choisir de faire ce qu'ils veulent, mais Bitcoin n'est pas en concurrence avec les autres. Bitcoin est unique par rapport à ces propriétés-là. Les autres peuvent avoir des propositions de valeur, je pense, peut-être intéressantes. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais en tout cas, en termes de propriété monétaire, Bitcoin est largement supérieur. Et donc, pour nous, on fait un bon support d'épargne. Et c'est pour ça que, du coup, qu'on a fait le choix de seulement proposer des solutions d'épargne autour de Bitcoin.
Bah, c'est totalement pertinent et je comprends totalement aussi. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans l'analyse entre, par exemple, Bitcoin et Ethereum, j'avais fait un épisode dédié dans les 10 premiers épisodes, j'ai fait un duel entre les 2 pour bien expliquer que finalement, il n'y avait pas de concurrence à avoir entre C'est les 2. ça, Les 2 font des choses différentes et ils sont spécialisés dans un domaine bien particulier. Bitcoin est le roi pour, l'aspect monétaire, dont on vient de parler, et Ethereum a d'autres facettes qui sont aussi, très très intéressantes. On exactement. arrive au bout de cette interview, c'était super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à partager à l'audience? Je te laisse 2 minutes si tu veux ajouter quelque chose. Non, je pense qu'on a quand même pas mal balayé, mais c'est gentil, je te remercie pour les 2 dernières minutes. On a pas mal balayé de sujets, je pense qu'on a bien expliqué ce que c'était Bitstack, un peu pourquoi Bitcoin, ce qui est intéressant de Bitcoin. Donc j'invite tout le monde, sans même parler de Bitstack, à juste, se pencher sur Bitcoin, au cas où il y a des gens qui n'ont encore jamais acheté de Bitcoin ou pour qui c'est un sujet encore un peu lointain. Heu, Creusez le sujet, c'est ultra intéressant et comme on le disait, vous pouvez aborder le sujet de n'importe quel angle. C'est-à-dire si vous voulez vous intéresser à la partie politique monétaire, économie, de Bitcoin, il y a tout un sujet là-dessus. D'un point de vue technique, pour les plus techniques, il y a aussi réellement une révolution technique sur, comment avoir le premier et le réseau le plus sécurisé, enfin le plus décentralisé, le plus sécurisé au monde. La partie aussi transaction pair à pair et cetera. Donc il y a toute une gamme de technologies qui ont été assemblées pour créer Bitcoin qui sont super intéressantes. Donc vous pouvez l'aborder le sujet de plein de différentes facettes. L'aspect un peu social, j'ai envie de dire, de permettre à des gens qui n'ont pas de compte bancaire dans plein d'autres pays ou qui ont des restrictions financières, qui peuvent accéder aujourd'hui à un réseau qui est mondial, natif à Internet, quasi instantané, quasi gratuit. C'est aussi super intéressant. Donc creuser le sujet. Je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. La plupart des gens qui creusent le sujet finissent par être tombés bien profond dedans, dans le sujet, et généralement font pas de demi-tour. Donc j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est un chemin positif. Dernière chose que je rajouterais, n'hésitez pas à checker Bitstack, c'est complètement gratuit en plus. C'est-à-dire que vous payez seulement au moment où vous épargnez. Donc on facture des frais au moment de la conversion entre euros et Bitcoin. Et aussi, je mentionne qu'on a lancé, on a ouvert il y a seulement quelques jours la liste d'attente pour une carte Bitstack. Donc ça sera une grande nouveauté pour la fin de l'année, sur laquelle en fait vous aurez accès non seulement à un compte épargne en Bitcoin, mais aussi à un compte courant en euros, sur lequel sera adossée la carte, et ça sera une carte de débit sur laquelle vous pourrez dépenser donc des euros, comme votre carte classique bancaire, dans n'importe quel magasin. La particularité de la carte sera que vous pourrez gagner du Bitcoin sur chacune de vos dépenses. C'est-à-dire vous dépensez des euros, et vous aurez ce qu'on appelle du cashback, donc des récompenses en Bitcoin sur chacune de vos dépenses. Donc je vais faire mes courses chez n'importe quoi, Carrefour ou Franprix ou autre, vous gagnez du Bitcoin. Et c'est une façon, encore une fois, indolore et complètement automatique d'épargner en Bitcoin. Et donc la liste d'attente est ouverte. Vous allez sur bitstack-app.com. Là, vous avez le site, vous mettez /carte. Et là, vous pouvez vous inscrire sur la carte et elle sera disponible d'ici fin 2023. Voilà, je termine là-dessus. Ouais, bah, super, et j'ai hâte de voir ça. Du coup, on peut faire à la fois de l'arrondi, mais en plus du cashback, donc C'est plein ça. d'options pour accumuler petit à petit, donc stacker des bitcoins, accumuler des bitcoins. Super. Merci Alexandre, c'était un plaisir. Merci à J'ai toi. découvert l'application, donc le podcast a vraiment du sens parce que je suis moi-même maintenant un utilisateur. J'ai hâte de voir tout ce que vous allez pouvoir rajouter au fur et à mesure. Et puis bravo encore pour déjà tout ce qui a été fait, et puis pour le fait d'amener comme ça pas mal de gens sur cet univers un peu passionnant, et d'avoir un mot de la fin très orienté sur Bitcoin, sa philosophie et ses enjeux. Donc merci à toi, et puis je te dis à très bientôt. Salut! Merci Thibaut, à bientôt.